Je suis aussi très ravie de vous retrouver pour introduire cette première conférence plénière de ces rencontres 2023, plénière intitulée « Hydroélectricité, changement climatique et biodiversité, quels défis pour demain ?» Alors, quelques régions souffrent déjà depuis plusieurs années de phénomènes hydrologiques marqués, mais la France ne s'est vraiment émue que depuis l'été 2022 des effets visibles du changement climatique sur la ressource en eau, sur la biodiversité et sur la production énergétique. Tout au long de ces derniers mois, le syndicat a été régulièrement sollicité et interpellé par des journalistes, mais également par certains adhérents ou interlocuteurs institutionnels. Donc nous avons souhaité réunir autour d'une table chercheurs, scientifiques, représentants de la profession pour affiner le positionnement du syndicat, pour donner à nos adhérents des éléments de réponse sur les perspectives à attendre du futur et pour nous préparer aussi collectivement à des changements probables afin d'adapter au mieux l'exploitation de nos centrales, à les prendre en compte aussi dans nos projets à venir et à capitaliser de nouvelles données pour contribuer à avoir une meilleure connaissance des milieux qui nous entourent. Alors pour cette animation, pour l'animation de cette table ronde, nous avions sollicité Guy Pustelnik, référent environnement du syndicat, et donc nous vous prions de bien vouloir l'excuser. Voilà, il ne pouvait pas se joindre à nous pour ces rencontres. Alors je vais vous présenter brièvement Claire Emmanuel qui le remplace. Rapidement. Donc, Claire Emmanuel est ingénieure de formation. Elle a œuvré pendant plus de 20 ans au ministère de l'Agriculture en tant que fonctionnaire de l'État dans les Deux-Sèvres et dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis 2012, elle propose son assistance à de nombreux producteurs aux profils variés dans de nombreux départements pour les accompagner dans leurs démarches administratives et dans leurs divers projets. Voilà, donc Claire Emmanuel a répondu avec enthousiasme à ce défi. Il n'est pas évident de se retrouver dans une assemblée de plus de, alors on attend 500 personnes averties et à l'expertise fine. Alors bon courage Claire Emmanuel, c'est pas évident, croyez-en à mon expérience. Voilà, donc tout au long, je vais terminer mon allocution. Si vous avez des questions pendant la conférence, Aurélie a inscrit un numéro en haut à droite de l'écran, donc vous pouvez envoyer des textos avec vos questions et à la fin de la conférence, on les diffusera pour que nos invités puissent y répondre. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Claire Emmanuel qui va vous présenter nos différents invités et lancer cette nouvelle conférence environnement. Bel après-midi. Bonjour à tous. Merci Christine pour la présentation. Donc je vais juste commencer par une toute petite anecdote puisque vous l'avez dit que j'étais à la DDAF des Pyrénées-Atlantiques. Et donc il y a 20 ans, j'ai vu arriver Xavier qui est maintenant président de France Hydroélectricité. Moi j'instruisais des dossiers et lui il venait, il commençait tout juste dans la profession et il venait voir l'administration. C'était le début. Voilà, ça n'a pas fini et je suis tombée dans l'hydro et j'y suis restée pour le moment. Bienvenue à tous. Je vous propose une table ronde en 3D, c'est-à-dire, d'abord j'ai un défi, c'est que chacun de vous reparte avec quelque chose qu'il va apprendre. J'ai un désir que chacun des intervenants d'aujourd'hui se fasse plaisir dans sa présentation, parce que maintenant Christine nous a mis le défi, il faut y aller. Et j'ai une demande que les temps d'intervention de chacun des intervenants soient respectés. Donc je serai très méchante avec eux. Il y a des temps qui sont calés et je leur rappellerai qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Nous prendrons des questions à la fin. Donc gardez-les précieusement dans vos têtes ou alors vous les envoyez par SMS comme l'a demandé Christine. Voilà. Ça, c'était pour les modalités bassement matérielles. Pour la présentation des intervenants. Donc ils ne sont pas dans l'ordre, comme ça c'est pour voir si vous suivez. Il y a Didier Grimal pour Météo France qui va intervenir. Ensuite, Benoît Dessin pour EDF Hydro. Ensuite, Alexandre Taureau pour Alpidro Association.
Donc vous avez la jante masculine et nous passons à la jante féminine. Là, ça vous donne quelques indications quand même. Nathalie Verger en tant qu'écologue. Cécile, nous ne la présentons plus. Et donc Cécile clôturera la table ronde pour France Hydroélectricité. Et après, nous tâcherons de répondre à vos questions. Je signale que chacun des intervenants a un joker. Donc il a le droit de ne pas répondre à une question. Voilà. Donc aiguisez vos questions quand même pour savoir lesquelles seront les plus pertinentes. Le sujet est vaste. Nous allons parler de changement climatique, de biodiversité et d'avenir de l'hydroélectricité. Vu comment ça s'est passé ces derniers mois, ça nous a paru un sujet opportun, voire d'actualité. Donc je vous propose de nous lancer directement dans le sujet. Et j'espère que vous ne ferez pas trop la sieste, même si le buffet était très bon. Voilà. L'avantage, c'est qu'on ne vous voit pas vraiment. Donc si vous somnolez silencieusement, de façon à ce qu'on ne vous entende pas aussi. Je commence donc par passer la parole à Didier Grimal. Je vous propose d'aller là-bas. Et vous avez 15 minutes. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais passer directement à la prochaine diapo. Voilà. Donc, je vais introduire cette table ronde par le contexte climatique, on va dire. Je vais vous parler un petit peu du constat du changement climatique jusqu'à maintenant en France, avec un petit focus sur l'été 2022 et cette question. Est-ce que l'été 2022, dans quelle perspective du changement climatique on peut le placer? Et puis ensuite, une évolution de la ressource à l'horizon 2050. Donc j'ai plutôt axé ma présentation sur l'hydrologie, hein. Donc avec un rappel des points clés du rapport donc AR6, hein, du dernier rapport du GIEC. Et puis un petit focus sur la France, donc avec les simulations SIM2, donc je vous en parlerai un petit peu. Donc ils sont des simulations qui concernent en fait l'eau, hein, la ressource en eau. On y trouve à la fois, donc on parlera un peu des précipitations, de l'état du sol, de l'enneigement et des débits. Alors, constat du changement climatique en France sur la ressource en eau. Donc, je fais juste une diapo. Donc, globalement, on a une stabilité du cumul annuel moyen des précipitations depuis 1960. Mais par contre, avec déjà une petite différence qui se dessine, différence nord-sud. Donc, vous voyez sur le... Je vais essayer de pointer, voilà. Donc ici, vous avez donc les millimètres, les évolutions en millimètres par an et par décade donc de précipitations. Et on voit quand même qu'on a quand même une légère augmentation des précipitations plutôt sur la partie nord, mais la partie sud est déjà assez sèche. On a ensuite alors, des nouveautés en fait, sur les plus extrêmes qui sont plus intenses. On voit déjà apparaître donc des évolutions sur l'intensité des précipitations, entre 10 à 20% d'intensité en plus, et ceci dans plusieurs régions. Initialement, on avait surtout des épisodes forts, violents, plutôt sur le secteur méditerranéen, avec les épisodes Cévenol, tout ça. Mais maintenant, on commence à avoir aussi de fortes précipitations sur la Bretagne, le centre, le nord-est. En fait, tout l'ensemble de la métropole est intéressé par cette augmentation des précipitations extrêmes. Et puis, troisième constat, plus de sécheresse des sols. Alors, en moyenne nationale, on a 2 fois plus de sécheresse maintenant qu'en début, dans les années 60, et avec un petit aussi contraste, hein, c'est-à-dire qu'en moyenne nationale, c'est 2 fois plus, mais déjà dans le sud, c'est 3 fois plus. On peut l'illustrer sur ces graphiques, hein, donc précipitations. Donc, pour le premier point, intensité des précipitations, on voit quand même que là, c'est un rapport à une référence. On voit quand même que les précipitations extrêmes sont quand même plus nombreuses sur la fin depuis les années 80. Hein, on voit quand même une augmentation. Et puis pour la sécheresse, le pourcentage de sol en métropole donc soumis à la sécheresse par année. Et là aussi, on voit que même s'il y a toujours eu un peu des sécheresses, hein, mais on voit quand même, globalement, depuis les années 80, une augmentation de cette surface, voilà, qui devient quand même... on voit bien que c'est une tendance qui a l'air de s'installer.
Autre point, c'est l'évaporation et le contenu du sol, parce que les précipitations, c'est pas tout, mais il y a un phénomène qui est très important dans le cycle de l'hydrologie, c'est l'évaporation et le contenu en eau. Donc l'évapotranspiration potentielle, donc je rappelle ce que c'est rapidement. Si on prend comme référence un gazon qu'on va pouvoir irriguer vraiment comme on le souhaite, hein, c'est-à-dire que sans aucune pénurie d'eau, ce gazon, lui, il va évapotranspirer, il va utiliser toute l'eau qui est nécessaire pour lui, pour combattre, croître et combattre aussi la chaleur. Donc cette ETP, cette évaporation de transpiration potentielle, elle est en augmentation. Et de même, cette fois-ci, un deuxième indicateur qui est l'évapotranspiration réelle. C'est-à-dire cette fois-ci, la plante, on sait que là, en conditions réelles, elle n'a pas forcément toute l'eau dont elle a besoin pour vivre. Cette évapotranspiration réelle, bien sûr, elle est aussi en augmentation, mais par contre, elle est en baisse par rapport à l'ETP. Ça veut bien dire que, globalement, l'évapotranspiration, elle augmente, mais par contre, la réelle descend, c'est-à-dire que la plante a de moins en moins d'eau disponible pour survivre. Et donc là, c'est un indicateur qui indique vraiment que les sols sont en train de s'assécher aussi. Et puis, sur ce graphique, le dernier graphique, là, c'est ce qu'on appelle les précipitations efficaces. C'est-à-dire que là, c'est les précipitations et on enlève l'évapotranspiration, hein, puisque faut bien voir que quand il va pleuvoir, eh bien, une partie de cette eau ne va pas du tout rejoindre les rivières ou le sol, elle va être tout de suite captée par les plantes. Hein. Et donc, ce qui va vraiment rester pour alimenter les nappes phréatiques, pour alimenter les cours d'eau, c'est cette différence qu'on appelle donc une précipitation efficace. Et cet indicateur est en baisse aussi depuis les années 60. Alors, l'été 2022, comment on peut placer dans le climat à venir? Globalement, l'été 2022, vous voyez là, il est ici. Donc on a un cadran, donc été froid, humide, chaud, humide, chaud, sec, froid, sec, avec tous les étés donc, depuis les années 60. Notre été 2022 est ici, hein, et donc dans du chaud et sec. C'est un des plus chauds et un des plus secs depuis, je crois, le début des mesures. Bon, depuis en tout cas les années 60. Et globalement, d'après ce que montrent les prévisions, les prévisions climatiques, hein, bien on peut se douter que, ça ressemble vraiment à ce que ça pourrait, à ce que les prévisions nous indiquent. Hein. Donc, ça peut déjà servir peut-être de référence à ce que sera nos futurs étés. Est-ce que vous avez vécu, par exemple, durant cet été? Peut-être que c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre dans les années prochaines. Et ça peut être pour vous un bon indicateur de savoir à quoi vous attendre. Parce que quand on parle de changement climatique, souvent on annonce des plus de degrés, plus 4 degrés, moins de précipitations, etc. Mais ce n'est pas toujours facile de mettre ça en rapport avec vraiment l'activité et comment ça vous touche. Alors, évolution des ressources, maintenant. Quelques points clés du rapport donc AR6, en focal plutôt sur l'hydrologie. Hein. Donc, on va avoir une augmentation des contrastes entre saison sèche et saison humide. Et puis, la variabilité du cycle de l'eau et les extrêmes qui vont augmenter plus vite que les changements moyens. Donc, on peut avoir des changements moyens qui montent légèrement, mais par contre, en fait, cette moyenne, elle est faite d'événements extrêmes en plus et en moins, en fait, hein, voilà, en déficit et en excédent. C'est la variabilité de ces événements extrêmes qui va vraiment changer. Rapidement, globalement, alors si on prend une référence d'un événement pluviométrique de durée de retour 10 ans, dans une simulation où l'influence de l'homme n'a pas été injectée, hein, sans influence de l'homme, cette référence-là, bien, si on prend une évaluation de 1 degré en moyenne de la température, eh bien pour les précipitations, cet événement de durée de retour extrême, donc sans intervention de l'homme, bien en fait, dans notre climat à plus 1 degré, on le verra apparaître 1,3 fois plus. Si on est à 1,5 degré, c'est 1,5 fois plus.
on va aller jusqu'aux 4 degrés, où on aurait presque 3 fois plus de cet événement extrême qui servait de référence. Donc si on avait simulé le climat sans l'influence de l'homme, c'est-à-dire l'injection de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour les sécheresses, c'est pareil. Globalement, plus on gagne, plus on augmente le réchauffement global, plus les extrêmes deviennent fréquents. Et on voit qu'un demi-degré déjà a une influence assez significative, et 2 degrés, on est déjà à 2,5 fois plus. C'est juste aussi pour donner une référence. Quand on dit qu'à la fin du siècle, on pourrait avoir 4 degrés de plus, vous voyez quand même que les conséquences, elles sont assez importantes. Ici, une planche qui vous résume, en gros, alors, donc ça, c'est des graphiques que l'on retrouve sur notre site DRIAS-O. Donc ce sont des simulations climatiques qui tiennent compte du cycle de l'eau, hein, donc avec un modèle donc, qui est développé par Météo France, qui s'appelle Safran ISBA Modku. Donc Safran, c'est un premier modèle atmosphérique qui fait la partie atmosphérique de la simulation. ISBA, c'est un modèle qui fait les interfaces entre le sol et l'atmosphère, c'est-à-dire les écoulements, l'évapotranspiration, qui simule tout ça. Et le M, c'est pour Modku, qui est un modèle donc, hydrologique pur, voilà, et donc qui lui va prendre en compte toute l'eau qui reste, qui va partir soit en ruissellement, soit dans les rivières ou les nappes phréatiques. Ce qu'on peut voir sur les encarts de gauche, je fais juste un rapide rappel, hein, quand on parle de simulation climatique, on ne travaille pas avec un seul modèle, on travaille avec plusieurs modèles, donc on a plusieurs résultats, et on peut comme ça afficher, pour cerner un peu l'incertitude, on peut afficher donc ce qu'on appelle des quintiles, hein, donc une sorte de fréquence. Ce qu'on peut voir donc pour un scénario de donc RCP 8.5, hein, c'est le pire. Bon, peut-être qu'on aura un peu moins, mais globalement, on voit quand même que entre les horizons, donc H1, c'est l'horizon 2030-2035, H2, c'est le milieu du siècle, c'est 2050, on va dire, et H3, c'est l'horizon plutôt donc de fin de siècle. On voit quand même qu'il y a un assèchement quand même sur la médiane. Il y a un zonage en fait nord-sud qui apparaît. Alors bien sûr, comme on utilise plusieurs modèles, il y a toujours dans les extrêmes des modèles qui donnent plutôt des précipitations encore suffisantes, puis d'autres modèles qui sont vraiment très extrêmes, qui donnent des précipitations qui sont vraiment en net déficit. Mais par contre, ce qu'on peut voir quand même, c'est ce zonage un peu nord-sud qui se dessine. En ce qui concerne, toujours pour le même scénario, pour les 3 horizons, donc sur les cas relatifs de l'ETP, on voit bien que quel que soit le scénario, et en fait, on va prendre la médiane, mais on voit bien que globalement, il y a une augmentation de l'ETP. Voilà. On a exactement le même genre de résultat pour la neige. On simule aussi la neige. Rapidement, bon, ici un dessin donc, des différents scénarios. On voit que globalement, en fait, entre ce qui se passe maintenant et ce qui va arriver, on a donc un enneigement qui va être beaucoup plus faible. Autre représentation qui dit à peu près la même chose. Donc dès les années 2050, l'enneigement est vraiment en baisse. Fin du siècle, l'enneigement est pratiquement inexistant selon les scénarios. Ce modèle, il simule aussi des débits. Bon, je vais accélérer un petit peu, mais globalement, sur les débits, eh bien, on a aussi un zonage un petit peu nord-sud, mais on voit quand même que les débits ont quand même tendance à vouloir baisser hein, sur l'ensemble de la métropole. Pour résumer, donc, pour les années 2050, on a surtout donc, une hausse de l'évapotranspiration avec une évolution assez incertaine des précipitations, mais tout ça, ça va piloter une évolution de la ressource en eau. Et donc, hausse des ETP et la précipitation en baisse, la ressource en eau va baisser. On a une incertitude quand même sur l'évolution des pluies efficaces ou du drainage, c'est-à-dire que le drainage donc, qui va servir à alimenter les nappes.
Et ça, c'est dans le lien avec l'évolution des précipitations en hiver. On a vu l'hiver, quand même, on peut quand même avoir des précipitations plus importantes, par contre des sécheresses plus importantes en été. Donc en assèchement moyen des sols, avec la hausse du nombre de jours de sol sec et de sécheresse du sol en été, là aussi c'est en lien avec la hausse des températures et la baisse des précipitations estivales. Un sujet, je pense, assez important, c'est la baisse du stock nival, qui est liée à la hausse des températures en hiver, donc un peu moins de neige en hiver, et plutôt des précipitations sous forme liquide, un peu plus souvent que de la neige, et donc un stock de neige moins important. Et ce stock de neige moins important, à cela on ajoute le fait que la fonte va se faire aussi plus tôt. Ça, c'est à cause du réchauffement. Donc on change un petit peu la manière de comment fonctionnent justement ces rivières, on va dire, à régime nival. Donc, et puis ensuite, une évolution contrastée des débits annuels. Hein, donc il y a un contraste nord-sud et un renforcement de la variabilité saisonnière. Hein. Généralement, on peut penser qu'il y aura plus de précipitations en hiver, donc des débits plus importants en hiver, mais par contre beaucoup moins importants en été. Voilà, et je vous rappelle ici, on a un site qui s'appelle Drias.O sur lequel il y a toutes les données de ces simulations, et c'est en accès gratuit. Voilà, ça fait partie de notre mission de transmission aussi, de l'information. Voilà, j'en ai terminé. Impeccable, bravo. En 15 minutes, vous nous avez mis le moral à zéro. C'est pas mal. Non, c'est bien. Enfin bon. Non, voilà, il faut le dire, de toute façon. S'il y en a qui avaient encore des doutes sur le changement climatique, venez voir M. Grimal. Et après, il y a tout le stand Météo France, hein, il faut le dire, qui est présent là sur les 2 jours et qui permet d'avoir plus d'informations et puis des propositions de prestations adaptées aussi. Ça, c'est la pub, c'est l'instant voilà, pub. Merci pour la pub. Et donc, oui, on peut vous montrer Drias.O d'ailleurs, voilà, je pense qu'il peut être très intéressant pour vous. Et après, on a des solutions aussi pour la gestion au quotidien qui peuvent être intéressantes. Voilà. Donc rendez-vous sur le stand. Et donc maintenant, Monsieur Dessin, votre mission, c'est de nous remonter le moral. À deux. Et vous avez aussi 15 minutes. Et donc, à vous. Voilà, vous avez les éléments. Bonjour à tous, je suis très heureux d'avoir la possibilité de partager avec vous quelques idées sur changement climatique, hydroélectricité et puis surtout avenir de l'hydroélectricité. Donc j'ai la charge de vous remonter le moral. Je ne suis pas sûr de pouvoir le remonter très haut, mais je pense, et c'est ce que j'essaierai de partager avec vous en conclusion, que l'hydro a malgré tout un bel avenir dans le XXIe siècle, malgré les évolutions climatiques que nous a présentées M. Grimal. Alors, la particularité d'EDF Hydro, c'est d'avoir à la fois un parc présent sur tous les massifs montagneux français, et comme on l'a vu, le changement climatique, c'est une accentuation des contrastes géographiques nord-sud, saisonniers, bas haut débit, mais notre présence géographique sur l'ensemble des bassins fait qu'on va être affecté de manière assez différente selon l'endroit où on se trouve. Et puis, une deuxième caractéristique, c'est qu'on gère tout type d'ouvrage, du plus petit jusqu'à Serre-Ponçon et Grand Maison. Et ce qui veut dire qu'on est aussi, au-delà de la baisse de productibles à laquelle on peut s'attendre, on est aussi affecté dans notre gestion des grandes retenues, puisque 60% de nos concessions, même un peu plus, 2/3 de nos concessions, ont dans leur cahier des charges d'autres usages que la production d'électricité. Et donc pour nous, le changement climatique, c'est un impact direct sur le productible et puis un impact indirect via les autres usages de l'eau. Alors, ce que j'ai prévu de faire, c'est de commencer par prendre l'exemple de 2022. 2022 nous a semblé être une bonne répétition générale du climat futur. Et donc un bon exercice pratique de ce à quoi on doit s'adapter. Vous dire ensuite ce qui pour nous devrait être structurant dans les impacts de ce changement climatique, et puis en quoi on pense qu'il y a des choses à faire pour l'hydro dans ce contexte-là. Alors,
je le disais, une de nos particularités, c'est de gérer des grandes retenues à vocation multiple et qui nous ont amenés à développer depuis probablement quelques dizaines d'années déjà des modèles assez compliqués. Enfin, à la fois un très grand réseau de capteurs partagé d'ailleurs en partie avec Météo France, qui a la particularité d'être situé en montagne, de température, de précipitation, de débit notamment. Et puis des modèles mathématiques assez compliqués derrière pour pouvoir, par exemple, sécuriser l'atteinte d'une cote touristique au 1er juillet, pour pouvoir sécuriser la constitution d'une réserve pour du soutien d'étiage à telle date, pour pouvoir parfois assurer un débit minimum sur certains cours d'eau pendant l'été. Et donc ça, c'est la résultante. La résultante de cela conditionne finalement la production qu'on pourra faire, alors si j'arrive à pointer, pendant l'hiver, puisqu'on va être intéressé sur cette période-là à creuser nos retenues. Mais si vous êtes contraint d'atteindre un point donné, comme je le disais, soit pour constituer des réserves, soit pour atteindre une cote touristique avant l'été, eh bien, les évolutions d'hydrologie vont conduire à modifier cette trajectoire-là de manière assez forte, surtout si on anticipe des besoins supplémentaires pour les autres usages pendant l'été, et à ce moment-là, potentiellement, le besoin de constituer des réserves supplémentaires. Alors, 2022, comme vous le savez, ça a été des apports très faibles, un manteau neigeux également très faible. Et là, on voit directement l'impact de ce que je vous disais, c'est-à-dire 2022, ça c'est la trajectoire de notre stock, la gestion du stock hydrique d'EDF sur 2022. Beaucoup moins creusé en sortie d'hiver qu'on a l'habitude de le faire. La normale, c'est le noir. Une remontée beaucoup plus tôt que d'habitude parce qu'on était très prudent sur le fait de pouvoir atteindre les cotes touristiques. Et puis vous voyez ensuite que par rapport à une situation normale, eh ben, pendant l'été, on s'est retrouvé à devoir recreuser les lacs. Non seulement on n'a pas atteint des niveaux habituels au 1er juillet, mais on a recreusé les lacs pendant l'été en général pour pouvoir assurer des usages qui nous étaient demandés. On a eu des demandes tout à fait nouvelles sur l'été 2022. Je pense par exemple à l'abreuvement des troupeaux. Dans des régions où on nous a demandé de pouvoir participer à l'abreuvement des troupeaux parce que la situation était très critique, et ça, c'est des demandes qui sont tout à fait nouvelles. Et donc 2022, c'était à la fois voilà, peu d'apports et des besoins de soutien d'étiage souvent plus importants. Donc ça, on voit tout de suite quelle tension ça crée sur la ressource. Et puis, comme vous le savez, un contexte énergétique très tendu, avec le besoin de sécuriser de la production pour l'hiver 22-23. Et donc c'est dans ce contexte-là, multicritères et de tension, qu'on est entré dans l'été 2022. Qu'est-ce que ça produit concrètement? Donc là, j'ai pris l'exemple de la retenue bien connue de Serre-Ponçon sur la Durance. Alors, le graphique est un petit peu compliqué, mais je vais vous le commenter. Alors d'abord, vous dire que, comme vous le voyez, normalement sur Serre-Ponçon, on est censé en normal descendre jusque-là en sortie d'hiver. L'hiver dernier, on a arrêté de turbiner quasiment début février, devant les prévisions d'apport dont on disposait, puisqu'on a, comme je vous le disais, pas mal de capteurs qui nous permettent de savoir et d'estimer les stocks de neige qui sont disponibles. Donc on savait qu'on avait un stock de neige qui n'était pas suffisant pour pouvoir assurer une remontée de la côte. Malgré tout, malgré cette gestion énergétique extrêmement prudente, on n'a pas réussi à remonter au haut niveau de la côte touristique. Donc ça, c'est un premier impact. Alors, premier impact, c'est le nôtre. Nous, on a une baisse de production d'environ de plus de 20% sur Serre-Ponçon, sur Serre-Ponçon et la chaîne de la Durance. Deuxième impact, vous voyez que les touristes n'ont pas pu bénéficier d'un niveau de lac habituel.
Et puis troisième impact, c'était est-ce qu'on aura assez d'eau pour assurer l'irrigation? Et là, je dois dire que sur cette retenue, on voit tous les bénéfices qu'on tire d'avoir une gouvernance bien installée, assez ancienne, avec des gens qui ont l'habitude de discuter, parce que les agriculteurs ont fait aussi des efforts sur leurs besoins en eau, ont accepté de réduire le débit des canaux, ce qui a permis de maintenir la côte de Serponçon 8 mètres au-dessus de ce qu'elle aurait été sans restriction agricole. Et donc à la sortie, il nous a semblé, dans un contexte très tendu, qu'on avait passé l'été sur la Durance de manière plutôt constructive, permettant à la fois de constituer la réserve agricole, ce qu'on a réussi à faire, mais de ne pas tout utiliser, puisqu'on a fini, je crois, à 183 millions de mètres cubes, donc, et grâce aux restrictions agricoles, d'avoir malgré tout une baisse maîtrisée de la côte qui a permis d'avoir une activité touristique quand même. Et puis dans ce débat, eh bien, nous, on a aussi réussi à préserver à peu près 200 gigawattheures de stock énergétique pour l'hiver suivant. Tout ça nous rend plutôt, je ne dirais pas optimiste, mais en tout cas nous laisse plutôt penser que si on organise bien la gouvernance, eh ben, il y a la possibilité de trouver des équilibres entre baisse de la ressource en eau, production énergétique et puis autres usages. Alors, quels enseignements pour l'avenir? Je disais 2022, pour nous, c'est une sorte de répétition générale. Bon, je traduis en graphique ce que M. Grial a expliqué sur les débits. Ça, c'est la forme habituelle en rouge de nos apports, ou plutôt en gris, en fait, c'est la forme habituelle de nos apports sur l'ensemble de nos aménagements. Et les effets du changement climatique, comme on le disait, c'est l'augmentation des contrastes, c'est-à-dire finalement plus d'eau certainement pendant l'hiver, mais moins d'eau pendant l'été, et puis un décalage de l'onde de fusion. L'onde de fusion, ce n'était ni plus ni moins que la possibilité de récupérer au deuxième trimestre et au troisième trimestre de l'année de l'eau qui était tombée au dernier trimestre de l'année précédente. Et donc c'était un stockage finalement naturel de l'eau et qui permettait d'étaler les écoulements sur l'année. Dès lors qu'on a moins de neige pendant l'hiver et qu'elles font plus tôt, eh ben, vous voyez que cette période-là va devenir une période difficile et donc il faut s'attendre à des étiages très longs et très sévères, probablement 6 mois, voire plus pendant l'année. Et puis des événements extrêmes, je le mentionne parce que à EDF Hydro, on a été concerné en particulier par la tempête Alex il y a 2-3 ans. Bon, on sait que ces événements, on les attend plutôt locaux, mais par contre, ils sont en capacité d'indisponibiliser des usines pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, le temps qu'on puisse les récupérer, et pas tellement finalement pour la quantité d'eau, mais plutôt pour les volumes solides qu'il faut gérer, puisque en l'espèce, sur le Var et la Roya, ce qui nous a gêné, c'est pas tellement les débits liquides, mais c'est plutôt le transit sédimentaire qui a été exceptionnel. Et donc, les enseignements qu'on tire pour l'avenir, c'est qu'il y a un enjeu collectif très fort, très difficile, probablement un défi pour tout le monde, qui est qu'à la fois on a une ressource qui va être plus rare, et donc on a un enjeu local d'adaptation au changement climatique. Et puis par ailleurs, eh ben, nous on a une activité, l'hydroélectricité, qui permet de produire de l'électricité bas carbone et donc de lutter contre le changement climatique, d'atténuer ses effets. Et donc, on pense qu'on a 2 rôles à jouer là-dedans. Alors, l'atténuation, c'est souvent ce qu'on dit, c'est éviter l'ingérable, c'est-à-dire faire en sorte que le changement climatique, il est là, mais qu'il ne devienne pas incontrôlable. Et puis, l'adaptation, c'est gérer l'inévitable. Et on pense que c'est ça que l'hydro peut faire dans le XXIe siècle. Sur l'atténuation du changement climatique, eh bien, probablement qu'il faut encore garder une ambition de développement. Ça peut sembler contre-intuitif, et y compris dans l'opinion publique, de dire mais comment va-t-on développer de l'hydro alors qu'en fait, il y a moins d'eau. En fait,
on voit qu'en volume annuel, oui, il y a moins d'eau, mais c'est surtout de manière saisonnière qu'on va avoir des difficultés sur les périodes d'étiage. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à mieux turbiner les faibles débits. On a probablement aujourd'hui, en tout cas sur notre parc, des usines qui, l'été, se trouvent souvent en dessous des millions techniques en débit entrant pour pouvoir turbiner. Et ben, peut-être qu'il faut adapter nos groupes pour que cette eau-là serve quand même à faire des mégawattheures. Un enjeu évidemment assez important à optimiser encore mieux le placement de la maintenance, puisqu'on voit qu'il y a des périodes où il faudra absolument être là parce que les débits seront même peut-être plus importants que ce qu'ils étaient par le passé. Je pense à l'automne, à l'hiver, voire au début du printemps. Et puis par ailleurs, des moments où probablement le combustible sera très rare, et donc où il vaudra mieux placer sa maintenance. Et puis enfin, évidemment, en tout cas, pour un groupe comme EDF, il y a la possibilité d'apporter au système électrique une flexibilité, soit par les grands ouvrages, soit par les STEP, qui sera nécessaire à l'intégration des nouvelles énergies renouvelables. Et puis de l'autre côté, il y a le sujet de l'adaptation, c'est-à-dire optimiser la constitution des réserves, et puis renforcer la gouvernance de l'eau, comme je le disais, sachant que de notre point de vue, les réservoirs hydroélectriques sont déjà largement mobilisés, c'est-à-dire qu'on veut éviter de laisser croire qu'il suffirait de mieux mobiliser les réservoirs hydroélectriques pour régler le problème de la gestion de l'eau. Comme je le disais, 2 tiers de nos concessions sont déjà impliquées dans de la gestion multi-usage. On aura du mal à faire plus. Et c'est cette double équation à laquelle on espère pouvoir répondre, y compris, comme je le disais, par le développement, c'est-à-dire trouver des projets qui permettent de mieux produire de l'électricité bas carbone et de mieux s'adapter au changement climatique localement. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous. Il vous restait... voilà, ça sonne juste. Bravo. Impeccable. Vous continuez à suivre? Le moral tient le coup. Nous allons passer maintenant de l'échelle macro EDF partout sur le territoire au territoire alpin. Et là, c'est Alexandre Taureau qui va nous présenter une étude qui a été faite, une analyse de l'évolution de la production hydroélectrique sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes. Et Alexandre, je vous laisse nous présenter Alpidro Association, sauf que tout le monde connaît Alpidro Association ici parce qu'on joue en local, mais c'est pas mal de nous en dire 2 mots quand même. Petit coup de pub, quoi. Oui. Merci en tout cas à France Hydro de nous donner la parole. Alpidro Association, c'est une association de producteurs hydroélectriciens sur le massif alpin. On est une 60aine de producteurs hydroélectriciens, une 30aine de fournisseurs sympathisants professionnels de l'hydro pour à peu près 100 d'adhérents. Voilà. Donc, ok. Alpidro Association s'est intéressé à ces sujets d'évolution de la production hydroélectrique sur le massif alpin et a décidé de confier une étude au bureau d'études à Tessines pour un petit peu analyser qu'en est-il de cette évolution de la production hydroélectrique dans nos régions et de voir un petit peu ces dernières années comment cette production s'est comportée. Cette réflexion est née en fait d'une volonté de certains administrateurs d'Alpidro qui avaient participé à des ateliers lors de l'élaboration du SRCAE, schéma régional de climat, air, énergie, en 2012, et sur laquelle s'était fixé, l'État s'était fixé de nombreux objectifs en région Rhône-Alpes notamment, et on voulait voir si 10 ans après ces objectifs avaient été tenus ou non, où on en était. Et finalement, un bilan devait être dressé, et puis il n'a pas été dressé. Alors on a dit, bon, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, au final, on a rappelé les objectifs, recensé un petit peu tout ce qui était prévu en termes de réduction de gaz à effet de serre et production d'énergie renouvelable, et notamment hydroélectricité. Ensuite, on a collecté des données de production. Vous verrez que ces chiffres sont à prendre avec certaines pincettes et précautions, parce qu'il est très difficile
d'analyser des données de production issues de télérelève Enedis, ne sachant pas vraiment si le compteur correspond à une installation, s'il correspond il y a plusieurs compteurs pour une installation, etc. Et puis l'historique de production de la centrale, si elle est nouvelle, bon. Donc c'est une première analyse macro, mais vous verrez que c'est quand même assez intéressant et qui nous permettra de tirer quelques premières conclusions et aller plus loin par la suite. On a essayé de mettre en regard ces résultats avec les précipitations en région, un petit peu avec les évolutions réglementaires, et puis avec les évolutions, notamment sur les investissements, travaux, mise en conformité des centrales, etc., de la filière. Alors, en termes d'objectifs, le SRCAE en 2012 fixait 25 TWh à l'horizon 2020, c'est-à-dire 23,1 en Rhône-Alpes et 1,9 en Auvergne. Et c'était donné comme objectif, ça c'est de la production d'hydroélectricité, toute confondue, attention, c'était donné comme objectif 27,5 TWh en 2030, c'est-à-dire 10% de plus, hein, bien sûr. Il faut savoir que la région Rhône-Alpes est quand même la première région productrice d'hydroélectricité en France et que 25% des énergies produites en Rhône-Alpes sont renouvelables, 60% d'hydro et 30% de bois énergie et d'autres sources d'énergie renouvelable avec le photovoltaïque montant et d'autres voilà. On a regardé un petit peu qu'est-ce que disait le SDAGE au niveau de la disponibilité en eau par département. Alors sur la carte de gauche, vous avez la vulnérabilité de chaque département. Alors l'indice, c'est pas facile à lire, hein, je vous l'accorde. L'indice, plus l'indice est blanc, moins on est vulnérable, et plus il est rouge, plus on est vulnérable. Si on prend le département de l'Isère, par exemple, en exemple, on a une faible vulnérabilité de la ressource en eau sur ce département, d'après le SDAGE, mais par contre, on a une forte vulnérabilité au niveau biodiversité. Voilà. Je vous laisserai consulter ce document si ça vous intéresse, mais ça donnait un petit peu un état de ce qui est inscrit dans le SDAGE sur ces notions-là. Alors ensuite, on a récolté les données de production. On a ici des données de production de la région Aura, toutes hydro confondues, grande hydro et petite hydro. On a en 2012 une production de l'ordre de 25,5-26 TWh et on s'était fixé en 2030 27,5. Si on regarde les années, alors vous voyez que finalement la production est assez erratique, si on peut dire, des hauts, des bas. Si on regarde les dernières années, 2020, 2021, 2022, 2022, bon, on l'a rappelé hein, tout à l'heure, hein, c'est une année assez catastrophique en termes de production. Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire une moyenne des 3 dernières années. On serait à 24,2 TWh, c'est-à-dire par rapport à l'objectif, on n'y est pas de 0,8 TWh à peu près. Et si on regarde 2030, on se dit il faut encore faire 2,5, même 3,3 TWh en plus. Alors, compte tenu de la situation au niveau de la ressource en eau et des réglementations qui s'appliquent à notre profession, on se dit que les objectifs sont assez élevés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on va regarder ce qui se passait dans les fin des années 90. Fin des années 80, pardon. On a regardé en 1988 quelle était la situation.
Donc on regarde, si on regarde en Rhône-Alpes, on était à 27 TWh, et en Auvergne-Rhône-Alpes, on était déjà à 1,9 TWh pour 28,9 TWh à peu près cumulés. Finalement, c'est à peu près 5% de plus que l'objectif de 2030. Ensuite, on a regardé, on a zoomé sur petit hydro. Petit hydro, quand on appelle petit hydro, c'est les données d'Edis, donc sous 12 MW, parce qu'au-dessus, c'est RTE. Et on a la courbe bleue au-dessus, c'est un zoom, une somme de tous les départements. Donc en 2011, on était à 1 million de mégawattheures en production, on est passé à 1 600 000 mégawattheures en 2013. On a eu un petit peu des baisses ici, mais pour se maintenir à peu près à cette production en petit hydro. Je vais un peu plus vite parce que Claire-Emmanuelle me fait signe. Si on zoome encore plus sur le régime sous autorisation, c'est-à-dire les centrales en dessous de 4,5 MWh, et qu'on regarde les 10 dernières années, on voit qu'on a un nombre d'installations qui a été croissant de 2011 à 2016, avec plus 90 installations. Alors, là encore, c'est à prendre avec des pincettes, parce que est-ce que c'est vraiment des nouvelles installations ou c'est des nouveaux compteurs? Parce que ça pourrait être des rénovations partielles ou des nouvelles centrales. Mais voilà, donc on a eu une augmentation pour se maintenir à peu près à un niveau de 500 installations de moins de 4500 kg en aura. Et quand on regarde la production augmente légèrement, à part 2017 et 2019. Là, sur le diagramme, vous n'avez pas 2022. Pour se stabiliser à peu près à 1500 gigawattheures. On a regardé par département qu'est-ce qui s'était passé ces 3 dernières années en termes de nouvelles autorisations. On a zoomé sur l'Isère, on a plus 4... j'ai quasiment terminé. On a plus 4 nouvelles autorisations ces dernières années, plus 20 en Savoie, qui est très dynamique, et plus 5 en Haute-Savoie. Alors, là aussi, attention, c'est des autorisations qui ont été délivrées, mais on ne sait pas si les centrales ont été réellement construites, parce que, par exemple, je sais que... Je sais que là, en Isère, il y en a une sous recours, et en Haute-Savoie, il y en a 2 sous recours administratif. Ok, si on regarde ça a été trop. Ouais. Si on regarde le bilan hydrique global qui a été précisé par Météo France tout à l'heure, qui est finalement un ratio entre les précipitations et l'évapotranspiration, on a regardé 2 périodes. La première période de 62 à 91, où, par exemple, si on prend dans l'Ain, on avait 390 mm de bilan hydrique, et on a regardé 92 à 2021, où on a 270 mm. Finalement, on constate une baisse de 12 cm de bilan hydrique sur ce département entre les 2 périodes, à peu près moins 30%. Si on regarde les chutes de neige, on est à peu près dans ces ratios, moins 15, moins 30% sur les 5 stations étudiées. Mais finalement, quand on regarde l'hydrologie, on a pris l'Isère à Moutier, on voit qu'entre 2011 et 2021, on a finalement une hydrologie qui est pas régulière, mais qui est, qui est pas forcément moins bonne aujourd'hui que ce qu'on pouvait dire en 2011 ou 2012. Donc, en résumé, ce qu'on a conclu, c'est que finalement, en 2030, pour tenir les objectifs, ça va être assez difficile compte tenu des freins au développement de la profession, notamment la réflexion des sites et la tendance systématique à augmenter les débits réservés et à sanctuariser les cours d'eau. Par contre, on voit que la profession sait s'adapter avec des nouveaux investissements et finalement, un turbinage en hiver avec de la fonte précoce qui peut compenser une sécheresse estivale, comme cette année, en avril, par exemple, on a eu à nouveau de la neige en Savoie et autres départements, et finalement, on a une production qui se tient à peu près. Donc, moi, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que ne nous alarmons pas sur le climat, protégeons notre profession qui a
150 ans d'existence et qui est la première source d'énergie renouvelable et la plus écologique de toutes, et essayons de la développer, ou du moins maintenir cette production, plutôt que de lui tirer dessus. Merci Alexandre. Bon, il faut dire qu'il avait moins de temps que les autres, donc du coup finalement il a mis autant de temps que c'est très bien, parce qu'il y a quand même plein de choses à dire et on est local. Faut défendre l'hydro, quoi. Il n'y a pas à chipoter. Donc nous allons partir à l'autre bout de la France, en Charente, et sur une autre thématique. On va vous parler de petites bestioles, de fleurs, de oiseaux, de machins, enfin vous savez, tous ces trucs-là qui traînent au bord des cours d'eau. Mais Nathalie est spécialiste, et donc c'est vous qui allez nous présenter une étude que vous avez faite en Charente. Et nous partons sur un moulin. Alors bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour présenter cet inventaire naturaliste. Je suis naturaliste écologue et j'ai pratiqué un inventaire sur un des moulins de la Dronne en Charente. Je l'ai fait à la demande de sa propriétaire qui souhaitait montrer la biodiversité dans et autour de son moulin et ainsi démontrer qu'il n'y avait pas que les poissons à prendre en compte dans la continuité écologique des cours d'eau. Donc c'est un moulin qui date du XIIIe siècle, qui est inscrit, et un moulin fondé en titre avec un droit d'eau sans limite de durée. Il a eu différentes fonctions de minoterie, de boulangerie, de pêcherie, de fabrication d'huile de noix. Aujourd'hui, il n'est plus actif, mais la propriétaire effectue toujours la gestion des vannes. Il n'y a plus de mécanisme dans le moulin, par contre. Donc, il se situe sur la Dronne, qui est une rivière qui fait environ 200 km, et elle traverse 5 départements, la Haute-Vienne, la Dordogne, la Charente-Maritime et la Charente, et la Gironde. Et il se situe à 53 km de la confluence avec l'île. C'est le 16e aménagement depuis sa confluence. Donc sur les 72 aménagements et chaussées présents sur la Dronne, 40 sont concernés par la continuité écologique, donc l'arasement ou la construction de passes à poissons pour les anguilles, les aloses, les lamproies et soi-disant quelques salmonidés. Donc c'est une rivière qui est considérée comme poissonneuse par l'OFB, et avec notamment en amont, on a un programme LIFE sur la mulette perlière. Donc dans la partie amont, c'est une rivière qui évolue sur 52 km sur socle cristallin, avec des écoulements rapides, où les eaux sont relativement fraîches et accueillent la truite fario et la moule perlière. Et plus en aval, le socle sédimentaire modifie les paramètres physico-chimiques et l'eau se charge en ions calcaires qui sont toxiques pour la moule perlière. La population piscicole est assez variée, avec des espèces d'eau fraîche, courantes et oxygénées, comme la truite, le verron, le chabot, la lamproie planaire et le toxostome. Sur la partie plus aval, c'est la population cyprinicole qui domine, avec toutefois une population relictuelle de grands migrateurs, tels la lamproie, la lauze et, je mets entre guillemets, la truite de mer. J'en ai jamais vu. Tous ces migrateurs ont le plus grand mal, bien évidemment, à remonter à cause des ouvrages, pour certains quasi infranchissables. L'anguille est encore présente, mais avec des populations plus faibles qu'il y a une dizaine d'années. On notera également la présence d'espèces invasives telles que le black bass et le silure, qui sont de gros consommateurs de la petite faune sauvage. On dit même pour le silure qu'il constitue un nouveau type d'obstacle pour les poissons migrateurs. On remarque d'ailleurs que les zones de retenue en amont des seuils accueillent une population piscicole très diversifiée, où coexistent les espèces d'eau vive avec des espèces d'eau plus calmes, normalement situées plus bas dans le bassin versant, telles que la carpe et le brochet. Et il n'est pas rare d'observer donc dans les retenues du moulin des espèces plutôt dites d'eau fraîche, comme le verron, le goujon ou encore le chabot. Alors, on a les ouvrages du moulin. C'est un site qui fait environ 5 hectares. Le moulin est positionné en rive droite de la Dronne et il est alimenté au moyen de 2 déversoirs latéraux qui permettent d'orienter les égoulements vers le moulin. Donc vous les voyez ici en photo avec les flèches. Donc il a 2 seuils, dont un en aval et un en amont, qui permettent d'orienter les écoulements et de dériver une partie des débits de la Dronne. Ils sont constitués de blocs maçonnés. Le seuil amont mesure environ 48 mètres de long
et il a un parement quasi vertical qui génère une chute de l'ordre d'1,75 m en conditions d'étiage. Le seuil aval mesure 90 mètres environ et la hauteur de chute est sensiblement de la même hauteur. Un bras de décharge d'environ 230 mètres qui est situé en rive droite et alimenté par une prise d'eau implantée en tête du canal d'Amenet permet de dériver une partie des débits en contournant le corps du moulin par la droite. Ce bras de décharge rejoint ensuite le canal de fuite à environ 30 mètres en aval du moulin. Un bâtard d'eau est implanté en aval de la seconde prise d'eau. Un second bras de décharge situé, on va tous les mettre. Un second bras de décharge situé en rive gauche permet de délester le moulin à partir d'un seuil de décharge directement en amont du moulin. Ce bras rejoint ensuite un des bras du tronçon court-circuité qui s'écoule à proximité du moulin. On note la présence d'un nattier dont la prise d'eau est située en amont du pont de Bonne et qui se situe dans le tronçon court-circuité situé à environ 200 mètres en aval du seuil amont. Et en aval du moulin, le canal de fuite de 90 mètres de long permet de restituer les débits transitant au moulin. Il reçoit également les eaux transitant dans le canal de décharge droit. Alors, voilà quelques photos de l'extérieur du moulin. Donc, vous voyez, c'est plutôt un moulin maintenant qui est plutôt patrimonial, donc qui est quand même encore assez bien alimenté en eau. Et au niveau de l'intérieur du moulin, l'équipement hydraulique est composé de 2 turbines de type fontaine à axe vertical, 2 vannages, 2 grilles et d'une pêcherie. Donc la pêcherie se situe juste dans le creux. Et elle a un système de relavage à crémaillère. Au grenier, il ne reste plus rien du mécanisme, mais on peut toujours voir les emplacements, et ainsi quelques meules qui restent, qui servent aujourd'hui de table de jardin. Au niveau de l'inventaire, il représente un premier état des lieux. C'est des observations qui ont été réalisées sur différentes périodes, mais surtout au printemps, sans protocole spécifique au départ. Il s'agit d'une liste la plus exhaustive possible, et donc on s'est servi au départ de faire de la bibliographie, de guides de détermination. On a installé des pièges photographiques, on a fait des recherches de traces et empreintes, qui sont les moyens les plus utilisés dans nos inventaires. On a recensé plus de 263 espèces animales et végétales, et sur les 5 hectares, on a pris en considération que les espèces autochtones. C'est-à-dire qu'on a au moins 120 espèces botaniques et un minimum de 143 espèces phonétiques. Je dis bien un minimum, puisqu'on n'a pas fait tous les inventaires. Donc la végétation aquatique et terrestre attire des espèces patrimoniales et ou protégées. Il a été constaté qu'il y avait plus de diversité sur ce site qu'aux alentours. Bonne, c'est une commune cernée par l'agriculture intensive qui est traitée aux pesticides avec des zones de culture importantes sans arbres ni haies. Donc, le moulin de Bonne est donc un lieu de tranquillité pour les habitats et une zone refuge pour beaucoup d'espèces. Et de ce fait, on s'éloigne beaucoup de la simplification des débats sur la biodiversité aux quelques espèces de poissons prises en compte dans les débats de la continuité écologique. Alors, quel est le lien entre les espèces et les habitats ? Les habitats ont été déterminés grâce aux espèces botaniques inventoriées. Pour cela, on se sert d'une typologie spécifique qui s'appelle ENIS ou Corine Biotope. Et on utilise aussi le cahier des habitats Natura 2000. Sur le moulin, nous avons 3 types de faciès d'écoulement. Le chenal lentique qui est le plus représenté, le plat courant et le radier. Les nombreux seuils de moulin provoquent quand même la disparition des faciès rapides au profil du chenal lentique. Des plantes aquatiques ont créé des mégaphorbiers, des herbiers enracinés et des herbiers flottants qui eux aussi constituent des habitats prisés pour la faune aquatique. Donc l'anthropisation de ce tronçon de rivière a également créé de nouveaux habitats comme des îles. La ripisylve y est bien présente avec du boisement alluvial à Aulnay-Fresnes. C'est des éléments importants. Toutes les strates y sont représentées, c'est-à-dire les herbacées, arbustifs et arborés. C'est important pour la faune qui y trouve lieu de ponte, de nourrissage et d'abri. On a aussi une prairie semi-naturelle humide qui est enclavée entre le bras de décharge et le canal d'Amenet. On a une ancienne plantation de peupliers qui évolue naturellement sans entretien, ce qui a son importance aussi pour la biodiversité. Autour du moulin se situe un parc et un jardin arboré d'espèces alloctones sur la prairie semi-naturelle.
Et le bâti est aussi important pour accueillir la faune diversifiée qui participe à la chaîne alimentaire et à la régulation entre les espèces et qui, pour certaines, ont vu leurs habitats réduits et ou disparus. En bref, les habitats sont composés d'un milieu, c'est-à-dire d'un biotope et d'êtres vivants, qui interagissent entre eux et avec le milieu. On appelle ça la biocénose. Et au sein d'un écosystème, différents habitats regroupent des êtres vivants, ainsi que toutes les ressources et conditions nécessaires pour répondre à leurs besoins vitaux. Alors pour nous, les êtres humains, il s'agit de services écosystémiques, c'est-à-dire des services rendus à l'homme, avec par exemple de l'eau à disposition, de l'eau purifiée par les végétaux, de la fertilisation des sols, de la nourriture, du bien-être, mais aussi de l'absorption du gaz carbonique et sa transformation en oxygène, ce qui est vraiment très important pour nous. Donc, je vais vous parler surtout des espèces protégées qu'on a trouvées dans ces milieux perturbés, et donc les plus emblématiques du site, et qui pour la plupart sont donc protégées. Au niveau botanique, nous avons la fritillaire pintade, qui a besoin de prairies inondables pour se développer. C'est une petite bulbeuse qui est classée en quasi menacée sur la liste rouge des espèces menacées. Et dans le canal d'Amenet, on retrouve la sagittaire, qui est une plante aimant les eaux à faible courant et peu profondes. Elle sera observable plutôt en étiage. Elle est classée vulnérable. Au niveau des reptiles, on observe la discrète cistude d'Europe, qui est une tortue semi-aquatique, classée quasi vulnérable. Sur les berges, on la voit sur les berges et les troncs d'arbres en ensoleillement, bois mort couché aussi. Donc la Dronne est l'une des dernières rivières à accueillir une population de grandes mulettes en voie de disparition en Europe. On la rencontre surtout dans le bras de décharge sur un radier courant. Elle est également accompagnée de quelques mulettes perlières, qui sont des reliquats de la zone amont, et en voie de disparition également, avec un programme LIFE dans le parc naturel régional Limousin. Autre espèce protégée, sur les 23 espèces de libellules minimum qu'on a observées, on a 3 espèces protégées, comme le gonfle de Gralin, la grillon de mercure et la cordulie à corps fin. C'est des espèces qui nécessitent le milieu aquatique et le milieu terrestre, puisque la larve est aquatique et l'adulte est terrestre, et elles ont besoin des 2 milieux pour chasser et se reproduire, chacune demandant aussi un faciès spécifique. Et la loutre d'Europe, après plusieurs plans nationaux d'action, a fait son grand retour en France. Elle a pu être captée de nuit grâce aux pièges photographiques qu'on a installés et à la présence d'épreintes. Alors les épreintes, c'est les crottes. Elle est aujourd'hui classée en préoccupation mineure. Elle est une très bonne consommatrice d'écrevisses américaines, qui sont des écrevisses invasives. Autre espèce, l'écureuil roux, ça peut paraître banal, mais c'est une espèce qui va être en voie de disparition. On n'en voit plus beaucoup. Et là-bas, du coup, dans son îlot de biodiversité, il trouve des vieux arbres où il va pouvoir gîter et trouver sa nourriture. Dans le bâti, on va retrouver aussi 3 sortes de mammifères volants, tels que la barbastelle d'Europe, qui aime à se reposer derrière les volets, vous en avez sûrement chez vous, le petit rhinolophe qui se pend aux poutres du grenier, et la pipistrelle commune qui utilise les mêmes endroits. Elles participent toutes à la régulation des insectes. Il est certain de contacter aussi d'autres espèces, comme les espèces arboricoles, et toutes les chauves-souris sont protégées. Tous les amphibiens sont aussi protégés. Donc nous, on va retrouver pas mal la rainette méridionale, qui est une espèce arboricole qui aime se coller sur les fenêtres, les murs ombragés et dans les arbustes. La salamandre tachetée. On va observer aussi en poisson des jeunes brochets, qui est sur des eaux un peu plus courantes, et quelques truites parfois observées. On va avoir ici des oiseaux, pareil, qui sont inféodés aux zones humides et qui vont participer, comme le reste, à la régulation interespèces, comme toutes les autres énoncées précédemment. En conclusion, certains milieux anthropisés, comme ici à Bonn, ont créé de nouveaux habitats pour d'autres espèces. Ils sont même plus riches en nombre d'espèces que les milieux naturels qui ont tendance à se refermer et qui sont perturbés, maltraités ou dérangés. C'est le cas du moulin de Bonn, qui sert de zone refuge à quantité d'espèces uniquement présentes sur le site. En période d'étiage, l'hétérogénéité des habitats permet à certaines d'entre elles de résister à la hausse des températures. L'eau restant derrière les seuils favorise la survie des poissons, des insectes, des oiseaux et des plantes. C'est donc l'expérience que je tire du travail de Bonn. Lorsqu'on parle de biodiversité ou de continuité écologique, tous les paramètres devraient être pris en compte, comme le réchauffement climatique, la pollution, la pêche, l'agriculture, la fragmentation des habitats, et ce à différentes échelles, sur le site et autour du site aménagé. Les poissons ne sont donc pas les seuls représentants de la biodiversité sur un site aménagé, et il faut s'intéresser à toutes sortes de formes animales.
et végétales qui peuvent et doivent trouver sur les sites les moyens de s'adapter aux changements qui leur sont imposés. La diversité des habitats et des milieux est, de mon point de vue, un moyen de renforcer la résilience des espèces. Cet inventaire n'est qu'un exemple, il illustre ce que vous pourriez faire chez vous en vous intéressant à la biodiversité, en montrant qu'il existe autant, voire plus d'espèces chez vous qu'autour de chez vous. Et si je peux me permettre, à ce titre de recommandation, n'hésitez pas à partager vos observations avec des naturalistes, à les solliciter, inscrivez-vous sur des sites de sciences participatives, organisez des visites de vos installations et expliquez leur fonctionnement et leur utilité. Dites ce que vous faites pour concilier nature et ouvrage anthropisé. Montrez que la biodiversité est importante sur votre site et quelles sont les mesures que vous prenez pour préserver et l'aider à s'adapter face au changement climatique. Je vous remercie. Ça vous a pas fait peur, toutes ces bêtes? C'est incroyable, parce que si ça se trouve, c'est pareil chez vous, quoi. Faites attention. 263 espèces, vous vous rendez compte? Minimum sur 5 hectares. Donc si ça se trouve, c'est pareil chez vous. Et Nathalie, vous n'êtes pas une pro de l'hydroélectricité, là. Vous m'avez dit que vous étiez perdue. Hein, mais par contre, vous pourriez nous être un super soutien d'aller démontrer qu'il n'y a pas que les poissons dans la vie. Mais on y croit. Cécile, c'est à toi. Et toi aussi, tu as un temps un peu plus restreint pour nous présenter les préconisations de France Hydro et surtout gardez votre numéro de téléphone allumé parce que Cécile fait plusieurs appels à contribution. Donc après, si vous avez été bons élèves, elle va venir vous chercher. À toi, Cécile. Tout à fait, merci. Déjà, je tenais à remercier déjà tous les intervenants qui ont bien mis en lumière toute la complexité de prendre en compte à la fois le changement climatique et la biodiversité sur des sites anthropisés et autour des centrales hydroélectriques. Donc, on a beaucoup entendu l'argumentaire suite à la sécheresse de 2022 que dans les années à venir, il n'y aura plus d'eau, donc il n'y aura plus d'hydro. Et c'est notamment ça qui nous a poussé à faire cette table ronde pour montrer que c'est bien plus complexe que ça. Et donc, pour moi, sur ces deux sujets-là, de biodiversité et de changement climatique, il y a un véritable enjeu de connaissance sur le changement climatique comme la biodiversité. Et le syndicat peut avoir ce rôle de communication autour de ces sujets particulièrement complexes. Donc, effectivement, le syndicat avait déjà travaillé un peu sur la problématique de la biodiversité avec l'étude de la biodiversité dans les tronçons influencés par les centrales, les TCC. Cette première étude menée donc en 2021 avait montré toute la diversité d'habitats disponibles dans ces tronçons influencés. Et comme l'a montré Madame Verger, c'est une biodiversité à mettre en valeur. Et on a pu faire donc le lien, effectivement, là aussi, entre les habitats présents et les espèces présentes sur les sites. Mais voilà, dans cette étude, on a aussi montré les limites de notre travail parce qu'on n'a pas pu comparer la biodiversité dans les tronçons influencés avec le reste du cours d'eau, avec l'amont-aval, ni regarder plus spécifiquement les effets liés à l'installation ou à la présence de l'aménagement. Cependant, ça nous a vraiment permis de confirmer tout l'intérêt de mettre en valeur cette biodiversité autour de nos sites. Et puis, on souhaite poursuivre donc ces travaux pour mettre en avant que la biodiversité dans des milieux anthropisés a tout son intérêt. Et donc, on souhaite vous mettre à contribution, effectivement, parce que vous avez plein de données de biodiversité déjà présentes autour de centrales. Dès que vous avez des études d'impact à faire, vous récoltez des données de biodiversité. Et donc, on souhaite valoriser tout ce que les producteurs ont déjà. Pour ça, donc, on fait un appel à communication aux adhérents pour faire des fiches biodiversité. Donc, c'est vraiment une fiche pour un site où on va présenter le site et puis effectivement tous les suivis de biodiversité qui ont pu être faits pour montrer toute la richesse qu'on peut avoir autour des centrales hydroélectriques. Après, dans l'idée que si on a un nombre de fiches assez important, de faire une synthèse pour montrer vraiment toute la biodiversité qu'on rencontre autour des centrales. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à tous les propriétaires d'un site hydroélectrique qui ont réalisé
des suivis de biodiversité, quels qu'ils soient. Donc on va vous faire parvenir cet appel à la communication donc après cette table ronde, dans les jours qui viennent. Concernant le changement climatique, on a également donc on pousse les réflexions du syndicat sur ce sujet-là. Les présentations ont bien montré que les effets de ce réchauffement climatique et de la raréfaction de la ressource en eau vont être visibles dans certaines régions, mais pas dans toutes, à certains moments, pas de la même façon dans l'année, et puis donc avec des événements effectivement extrêmes, moins prévisibles en tout cas. Et donc l'hydroélectricité a effectivement toute sa place face à tous ces effets. Et donc on voit aussi donc que les modifications des régimes hydrologiques peuvent impacter par endroits la disponibilité de la ressource en eau, ou à l'inverse impliquer la gestion des conséquences liées aux crues, par exemple, de ces événements extrêmes. Et dans ces deux cas, donc, ça peut impacter le niveau de production des installations hydroélectriques. Mais comme ça nous a été montré, effectivement, l'influence de ces modifications des débits sur la production finale d'hydroélectricité de l'aménagement reste encore difficile à prévoir. Et donc, voilà, on s'intéresse effectivement aux analyses des évolutions de production actuelles qui pourraient être faites pour essayer de voir quelles pourraient être les évolutions sur chaque site. De plus, donc, face à ce changement climatique, la filière peut compter donc, sur une relative capacité d'adaptation des ouvrages pour faire face donc, à ces variations plus fortes de débit des cours d'eau. Il y a déjà des améliorations, optimisations, adaptations qui sont mises en œuvre sur les sites, et qui bénéficient donc à la production d'hydroélectricité, mais sans que ce soit forcément déjà ciblé sur adaptation au changement climatique. Donc tel que ce que je mets, le suréquipement, l'automatisation, les améliorations mécaniques pour gagner en rendement, ou les optimisations de restitution du débit réservé, par exemple. Donc là aussi, on lance un appel à la communication, parce que quand on a commencé à faire cette table ronde, on avait peu d'éléments. Et donc là, on lance cet appel à la communication pour voir comment vous pouvez adapter vos sites. Est-ce que vous avez déjà fait des choses ? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Est-ce que vous suivez les évolutions de votre production, par exemple ? Donc là, ce qu'on propose, c'est que donc, les adhérents qui ont un retour d'expérience à partager sur ce changement climatique et l'adaptation de leur outil de travail nous fassent un résumé un peu de ce qu'ils ont pu faire et nous faire part effectivement de quel type d'adaptation ont pu être mises en place avec pour objectif donc, de répondre aux 4 questions qui sont posées. Sur la diapo, comme on n'a pas tout à fait le temps, voilà, je vous laisse les lire. Et donc, vraiment, après, avec ces résumés, on pense les regrouper dans un guide des bonnes pratiques, un peu pour partager vraiment voilà, avec tous les adhérents qu'est-ce qui peut être fait, comment on peut valoriser les actions qui sont mises en place aussi sur les centrales. Et on envisage peut-être d'organiser un webinaire pour valoriser vraiment les actions les plus innovantes. Donc voilà, comme je vous disais, on va lancer ces 2 appels à communication suite aux rencontres. Donc je vous invite vivement à y participer pour nous aider à améliorer nos connaissances sur ces 2 thématiques et à partager vraiment l'information. Donc les grands messages pour moi de cette table ronde, c'est vraiment que la biodiversité et le changement climatique, ce sont vraiment 2 sujets dont nous allons particulièrement entendre parler dans les années à venir. Et ce sont 2 sujets qui sont souvent traités séparément, mais qui pourtant sont extrêmement liés. La biodiversité est affectée par le changement climatique, et dans cette lutte contre le changement climatique, l'hydroélectricité a toute sa place. Et ces 2 sujets vont immanquablement se retrouver dans vos dossiers administratifs
ou dans vos communications auprès du grand public ou des autres acteurs de terrain. Or, comme je vous le disais, comme on a pu le constater, on manque d'exemples concrets pour illustrer nos propos sur ces deux thématiques, d'où nos appels à retour d'expérience. Et donc après, moi, les conseils que je peux donner un peu sur ces sujets-là, comme je vous dis, on a vraiment besoin de connaissances. Donc, suivez vos sites. Quand vous avez des données d'études d'impact, notamment, stockez-les, archivez-les. Et puis, analysez ça dans la mesure de vos moyens. Mais surtout, ça va être des informations qui pourront vous être vraiment extrêmement utiles dans vos futurs dossiers pour vraiment ancrer la problématique sur votre site. Et puis, échanger les données avec le syndicat pour que nous communiquions positivement sur la filière à partir d'exemples concrets. L'hydro est vraiment une filière exemplaire et c'est vraiment à nous de le faire savoir. Merci. Alors, avant le passage aux questions, je vous fais un petit récap des interventions, si jamais vous n'avez pas bien suivi. Alors, je vous dis d'ores et déjà que le replay, la rediffusion, en français, sera disponible d'ici quelques jours. Je suppose que c'est sur le site de France Hydro. Voilà. Et donc, si jamais vous n'avez pas tout suivi ou que vous voulez récupérer plus d'informations, n'hésitez pas à le re-regarder. Donc, Monsieur Grimal, vous nous avez fait part des tendances pour l'évolution à viser 2050. Donc, on se revoit un petit peu avant. Parce que 2050, je ne suis pas sûre d'être très, très fraîche. Monsieur Dessin, vous nous avez parlé d'adaptation possible. Donc, ouvrir l'espace des possibles sur de l'hydro toute taille, confondu de la petite à la grande, sur tout le territoire. Vous n'avez pas trop dit que vous faisiez de la R&D, mais que ça... Vous en faites aussi beaucoup, donc ça peut donner des idées et des possibles. Alexandre, vous nous avez parlé des objectifs 2030 difficiles à tenir, et pourtant, il faut tenir, parce que la petite hydro et l'hydroélectricité, c'est hyper important comme filière et il faut la sauvegarder. Nathalie, la prise en compte de toutes les espèces et de tous les habitats, c'est un sacré défi sur tous nos sites, je pense. Et puis, Cécile nous a appelé à continuer à travailler parce qu'on ne va pas s'arrêter là. C'était une première étape de réflexion sur ces questions cruciales du changement climatique et de la biodiversité. Maintenant, la parole est à vous. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont arrivées des questions qui sont arrivées par SMS. Il y a quelques éléments qui ont été rapportés sur la fresque qui est dehors. Je tiens à remercier France Hydro d'avoir accepté ce bout de papier comme support de réflexion. Et je tiens particulièrement à remercier Bruno qui m'a aidé à récupérer des informations ce matin. Et elle y sera encore cet après-midi et demain. Mais question à vous avant de passer à la conclusion de la table ronde. Pour l'instant, il n'y a pas de courageux. Si. Oui, merci. Une question pour Mme Berger. Sur le site du moulin, est-ce qu'un certain nombre de milieux, notamment canal d'amener, canal de fuite, étaient favorables à l'implantation d'une biodiversité spécifique par le fait que les deux canaux ne seraient pas forcément très entretenus puisqu'ils n'ont pas vocation à faire de la production hydroélectrique? Alors même si les deux canaux ne sont pas très entretenus, on a justement des faciès vraiment différents en habitat. Et c'est ce qui a permis vraiment d'avoir des espèces très variées. Et même sur le canal de fuite, le niveau d'eau est complètement différent, avec un fond différent. Et donc on a pu accueillir aussi d'autres espèces. Donc en fait, on a eu vraiment beaucoup d'espèces sur tous les milieux du moulin. Que ce soit des hautes eaux, des basses eaux, des radiers, paradiers, beaucoup de végétation. Même sur des seuils abîmés, en fait, on a eu beaucoup de diversité, puisqu'on a eu beaucoup de végétation qui se sont installées dessus. Et donc, ça a accueilli beaucoup d'espèces. Je sais, par exemple, la lamproie de plein air, on peut la trouver dans ce type de milieu. Oui, il y en a dans la Drône, oui. Ouais.
Ouais. Alors On peut les elle, par trouver. contre, c'est la difficulté de remonter, sauf que sur le moulin de Madame Boyer, il y a quand même un âtier de dérivation qui permet la montée, et la montaison et la dévalaison des poissons. Et on les trouve aussi dans les canaux d'amener et de fuite de centrales hydroélectriques qui sont parfaitement en exploitation. Oui. Aussi. Oui, aussi, oui. J'ai une question à adresser à EDF, parce que j'ai vécu il y a quelques jours en commission locale de l'eau une situation inédite, je trouve. C'est que contrairement à l'avis du préfet coordinateur de bassin sur une rivière, c'était la Creuse, contrairement à l'avis d'un autre préfet d'un département, de plusieurs DDT, même des réserves de l'agence de l'eau, la clé a validé des débits biologiques. Et dans votre présentation, à un moment donné, vous faites état de gouvernance, de modification de la gouvernance, peut-être sous l'égide des services de l'État. Et moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est que l'État, au travers de la participation donc du public, la participation des différents corps constitués d'associations, maintenant, a créé un BP qu'il ne maîtrise plus du tout. Alors, c'est pour ça que je suis interpellé par votre phrase. Bon. Non, nous, il nous semble que 2022 a replacé l'État au centre des débats. Bon. Après une période, effectivement, d'ouverture des instances de gouvernance de la gestion de l'eau à un plus grand nombre d'acteurs, mais c'est bien aussi qu'il y ait de la diversité qui s'exprime. J'allais dire, on se rend compte qu'en situation de crise, quand les choses deviennent un peu dures, finalement, tout le monde a été content en 2022 de se retourner ou de se retrouver autour d'une table avec un préfet en bout de table qui dit écoutez, je suis désolé, cette année, nous, on l'a vécu sur un certain nombre de cours d'eau. Cette année, on ne fera pas de lâcher pour faire du canyoning parce qu'on a besoin de garder de l'eau pour faire autre chose, de l'eau potable, et puis l'hiver prochain, de faire de l'électricité. Donc, je sais que c'est insatisfaisant à beaucoup d'endroits, le fonctionnement de ces organes de gouvernance, mais je crois que la crise va nous forcer, collectivement, à retrouver des modes de décision peut-être un peu plus verticaux, mais qui garantissent un peu mieux l'intérêt général, j'allais dire. Alors, tout ça ne veut pas dire que ça se fait du jour au lendemain, mais les situations de crise sont propices à ça. Et je crois malgré tout au fait que les services de l'État vont peu à peu retrouver une place plus déterminante dans les décisions autour de la gestion de l'eau. Je crois qu'on n'aura pas le choix, et l'exemple de 2022 nous l'a montré à pas mal d'endroits. Voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants. Ma question est également pour le représentant d'EDF. Votre conclusion sur la place de l'hydroélectricité était extrêmement éclairante, et il y avait des points qui pourraient paraître contre-intuitifs, et quand on va voir les cabinets, on nous oppose souvent, oui, mais il n'y a pas d'eau, donc votre potentiel, etc., c'est quand même très compliqué. Est-ce que vous avez eu la possibilité de tester cette recommandation de combattre effectivement le moins d'eau par plus de développement, enfin par le développement, ce qui semble audacieux, mais en fait parfaitement juste. Si on fait moins par les aménagements existants, il faut multiplier les aménagements. Enfin, voilà. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de tester cette manière de défendre la profession, et quel succès ça a reçu ? Bon, il y a l'exercice de la PPE qui est en cours. Et cet exercice, bon, alors vous allez me dire, mais le précédent était déjà favorable au développement de l'hydro, et pour autant, on voit les difficultés qu'il y a à faire de nouveaux ouvrages. Je pense que c'est quand même une profession qui souffre d'un déficit
de connaissance, de compréhension, non pas la profession, mais l'opinion publique souffre d'un déficit de compréhension de ce que l'hydro peut apporter dans une période de changement climatique. Et comme je le disais, je crois qu'il faut vraiment lutter contre l'idée, somme toute assez naturelle, hein, qui consisterait à dire que c'est définitivement une énergie du XXe siècle et que dans un XXIe siècle où la ressource en eau va s'amenuire, eh bien, on ne pourrait plus développer l'hydro. Il me semble que les cabinets sont réceptifs et il me semble que la difficulté pour eux, mais ça rejoint un peu la question de monsieur tout à l'heure, c'est plutôt de trouver les voies de soutenir l'activité, de soutenir le développement de l'hydro, en faisant bien comprendre les enjeux énergétiques. Comme je le disais, la difficulté à laquelle on se trouve confronté souvent, c'est que l'enjeu du développement d'une énergie bas carbone, c'est un enjeu global. Hein. C'est un enjeu qui potentiellement n'est pas un enjeu de court terme. Et c'est celui-là qu'on doit mettre en balance autour, dans une clé par exemple, hein, avec des enjeux locaux qui par nature vont trouver beaucoup de défenseurs et qui sont perçus souvent comme des enjeux plus de court terme. C'est-à-dire que voilà, l'an dernier, on n'a pas pu, on a dû alimenter des communes avec des camions-citernes, etc. Et donc, il faut résoudre ce problème rapidement où on a des espèces piscicoles qui sont en chute libre, etc. Et donc, c'est comment on arrive à faire valoir, et il me semble que les services de l'État y sont réceptifs, et il me semble que l'année 2022 nous y a aidés, parce que le retour de la crise de l'hiver 22-23 sur le sujet énergétique a, je pense, déclenché un certain nombre de réflexes dans les têtes des services de l'État. Je pense que l'État veut bien nous y aider, mais c'est la difficulté à faire valoir cet enjeu qui est un enjeu national, un enjeu de souveraineté, un enjeu potentiellement de moyen terme, qui est un enjeu global de lutte contre le changement climatique, face aux enjeux locaux qui, par nature, sont plus prégnants. Mais ça passe aussi par la conquête de l'opinion publique, c'est-à-dire faire connaître en quoi notre métier fait partie de la solution dans les défis qu'on a à traiter dans ce siècle, qui sont des défis quand même collectifs immenses. Désolé, je vous pose à vous encore une question. J'ai cru comprendre, là, quand on regardait vos courbes d'évolution du niveau de Serre-Ponçon, qu'en définitive, vous nous présentiez une espèce de bandeau dans lequel, effectivement, vous essayez de vous tenir pour respecter vos engagements, qui, j'imagine, sont définis sur des bases statistiques voilà, dont vous disposez, et qu'en fait, vous avez fait le choix très tôt, donc avant même d'attaquer effectivement la baisse du niveau, de sortir de ce bandeau-là. Donc ça veut dire que vous avez été capable quasiment un an à l'avance, au moins effectivement sans doute 6 mois, de vous dire attends, non, on ne va pas y arriver de toute façon, donc on ne va pas turbiner cet hiver. Et donc ce qui me surprend, et c'est ça ma question, c'est effectivement ça veut dire que vous êtes capable de vous projeter aussi loin aujourd'hui, et de prendre ce genre de décision qui, j'imagine, pour vous n'est pas simple, dès le début de l'hiver en fait. Oui, alors, pas tout à fait dès le début de l'hiver, puisqu'en fait, ce qui va être déterminant pour la gestion, c'est la compréhension du stock de neige et donc des apports de printemps qui sont ceux qui font la côte touristique, la constitution de la réserve agricole, etc. La décision qu'on prend, je crois que c'est à partir du 10 février qu'on arrête de turbiner. Globalement, vous pouvez considérer, et on l'a vu cette année, c'est très bien, que dans le climat qui est modifié, le stock de neige, il est constitué au plus tard à fin avril. C'est-à-dire que c'est là que vous avez le stock de neige maximum, alors que c'était plutôt un mois plus tard, fin avril, plutôt fin mars, pardon. Donc on a pris une décision anticipée parce qu'on voyait qu'on avait un déficit de manteau neigeux qui était tel début février qu'il aurait fallu avoir une situation de précipitation exceptionnelle pour avoir une chance de revenir sur des normales d'enneigement fin mars. En fait, il aurait fallu qu'on ait un mois de février exceptionnel. Donc, on n'est pas capable de prévoir un an à l'avance. On est capable, par contre, d'avoir plusieurs mois d'anticipation dès lors qu'on a
un enneigement, une bonne connaissance de l'enneigement. Donc ça c'est vrai que c'est déterminant. Ce que votre question me permet de dire, vous voyez, que sur l'année dernière, on a fait le choix, effectivement, de respecter nos engagements et donc d'arrêter de turbiner très tôt. On voit que dans la discussion qu'on aura pour l'avenir, on a deux plateaux, un plateau qui est un plateau d'atténuation du changement climatique, de l'autre côté un plateau d'adaptation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu d'équilibre entre du court terme et du moyen terme. Le risque qui nous pend au nez, c'est que l'adaptation finisse par cannibaliser toute l'atténuation, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une telle pression pour finalement délivrer des débits pour d'autres usages, qu'à la fin, vous n'êtes plus capable de faire de l'atténuation en produisant de l'énergie bas carbone, ou en tout cas la produisant au bon moment, en fait, et notamment l'hiver. Donc, et 2022 montre ça, par exemple, sur Serre-Ponçon. C'est-à-dire que le fait qu'on ait pris la décision pour préserver les engagements sur les autres usages d'arrêter de turbiner, c'est qu'on finalement, on a sacrifié une partie de notre capacité à turbiner sur l'hiver 21-22 pour pouvoir assurer nos engagements sur l'été. Pour autant, ce qui me rend optimiste, c'est que, comme je le disais, dans une gouvernance organisée, on a pu faire entendre, notamment au service de l'État, qu'on aurait un hiver difficile énergétique à passer et préserver 200 gigawattheures pour l'hiver suivant, malgré la pression très forte du monde agricole ou du tourisme, etc. Donc, moi, je crois quand même que si on apporte les éléments de compréhension, eh bien, la valeur énergétique de l'eau, elle peut se faire entendre dans ce débat. Bonjour, une question pour Madame Verger, pour changer un peu. Est-ce que l'alvilage annuel, qui fait partie des actions imposées dans certains règlements d'eau, est favorable à la biodiversité de la rivière? Alors, de mon propre point de vue, je vais vous dire non. Souvent, c'est de l'alvinage de pisciculture, hein, c'est des poissons qui vont grossir et qui vont être quasiment aussitôt pêchés. On le voit à l'ouverture de la pêche, hein, il ne reste plus rien. Je vous défie de trouver une vraie souche de truite arc-en-ciel ou de truite farcio dans la rivière. Pour moi, c'est non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Agitez les bras si je ne vous vois pas. On a fait le tour. C'est donc qu'on a été très bon ou très mauvais. En tout cas, moi je pense que nous avons été bons. Et je remercie les intervenants parce que c'était un bon moment en préparation pour nous tous. Je ne sais plus s'il y avait des diapos conclusives, mais je vais les dire comme ça. Ça ira très bien. Non, ne t'embête pas, c'est sinon. En tout cas, pour moi, c'était un bon moment de préparation, c'était un bon moment d'animation et c'est un vrai plaisir de rencontrer toutes ces compétences et de vous les mettre à disposition. Si vous avez encore des questions, il faut quand même que la commission environnement continue à travailler, sinon Christine n'aura plus de travail. Et puis les petits nouveaux qu'on vient de recruter, ils ne sauront pas quoi faire. Donc il faut qu'on continue à travailler. Donc posez-nous encore des questions. N'hésitez pas, il y a toute la fresque jusqu'à demain soir. Et puis si vous n'aimez pas les dessins, débrouillez-vous. Ce qu'on voulait faire passer comme message aussi, c'était qu'il fallait arrêter la généralisation sur l'avenir de l'hydroélectricité. Changement climatique avec ses conséquences, ça ne veut pas dire arrêt de l'hydroélectricité. Que ça ne nous paraît pas une bonne idée de simplifier une situation qui est fondamentalement intrinsèquement complexe, parce que chaque aménagement hydroélectrique est un lieu, un endroit, un aménagement spécifique. Et donc, ce n'est pas la peine d'essayer de simplifier ça. Et ça, vous l'avez peut-être compris, et peut-être que vous soutenez ce message, mais d'essayer de continuer à défendre l'hydroélectricité comme une source d'énergie renouvelable, de proximité, qui permet de lutter contre le changement climatique. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, venez nous voir, on va en causer. Voilà. Je crois que France Hydro vous rappelle que vous êtes les acteurs qui seront nécessaires pour enrichir les débats. On a conscience que ça fait une surcharge de travail parce que quand vous êtes producteur ou prestataire, vous avez déjà plein de boulot à côté. Mais vu
le challenge, le défi que c'est de s'adapter au changement climatique, on a quand même tous intérêt à y aller ensemble, me semble-t-il. Voilà. Est-ce que c'est bien conclu, Mme Cécile? Bon, très bien. Eh bien, écoutez, j'arrête mon timer. Vous êtes libérés. Nous avons tenu la table ronde dans la 1h30 prévue. Aurélie? Pas mal? OK. Merci à tous et continuez une bonne visite.